Bonjour à tous, je vais vous présenter cette étude de Walid Abre sur l'incidence des événements indésirables graves en anesthésie pédiatrique, parue dans le Lancet en mars 2017. Les données actuelles reposent sur des études monocentriques, comme par exemple cette étude parue dans Anesthésie et Analgésie en 2014, une étude américaine qui retrouvait une incidence d'événements indésirables graves à 0,14%. Parmi ces événements indésirables graves, on retrouve les événements indésirables d'ordre respiratoire et d'ordre hémodynamique liés à un saignement ou à un remplissage vasculaire inadéquat. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, par exemple l'âge inférieur à 1 an, les comorbidités ou bien les procédures chirurgicales spécifiques. L'objectif de cette étude était d'identifier l'incidence et la nature des événements indésirables graves et leurs résultats, d'identifier les facteurs de risque et de décrire les variations de pratique en anesthésie pédiatrique en Europe. Il s'agit donc d'une étude observationnelle, prospective, multicentrique européenne. Pour ce qui est des méthodes de cette étude, donc tous les enfants étaient inclus entre le 1er avril 2014 et le 31 janvier 2015 sur 2 semaines consécutives qui étaient laissées au choix des centres. Les critères d'inclusion étaient tous les enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans qui étaient présents pour des procédures diagnostiques ou chirurgicales, en ambulatoire ou en hospitalisation conventionnelle, de manière programmée ou urgente, avec 2 degrés d'urgence, une urgence relative avec une chirurgie qui devait avoir lieu dans les 48 heures et les urgences vitales, soit en journée, soit en garde, les procédures qui étaient réalisées sous sédation, sous anesthésie générale avec ou sans ALR, ou sous ALR seul. Parmi les critères d'exclusion, on retrouvait l'âge supérieur à 16 ans, les patients qui étaient déjà intubés à l'admission au bloc, les procédures anesthésiques réalisées en néonate ou en réanimation pédiatrique. Le suivi des patients était réalisé à 60 minutes de l'anesthésie et on récupérait le statut de l'enfant à la sortie de l'hôpital ou à J30. Tous les événements indésirables graves étaient rapportés, donc les événements indésirables respiratoires, laryngospasme, bronchospasme ou inhalation, la survenue d'un stridor au réveil ou en SSPI, l'instabilité hémodynamique, les arrêts cardiaques périopératoires, les erreurs médicamenteuses, l'anaphylaxie ou les troubles neurologiques. Pour ce qui est des résultats, donc plusieurs chiffres intéressants. Donc cette étude est une étude qui vient de 261 centres de 33 pays différents, avec au total 30 874 participants et 31 127 procédures analysées. 188 enfants avaient plus d'une procédure sous anesthésie. Pour ce qui était des caractéristiques de la population, donc pour ce qui était des groupes d'âge, l'âge moyen des enfants était de 6 ans. Et quand on examinait plus précisément la proportion des enfants, on avait environ 1% de nouveau-nés, presque 10% de nourrissons. La majorité des enfants étaient des petits-enfants entre 1 et 5 ans. 30% des enfants étaient des grands-enfants entre 6 et 12 ans. 16% étaient des adolescents entre 13 et 15 ans. On retrouvait une proportion de 7% de prématurés. Quand on s'intéresse au score ASA des enfants, donc on s'aperçoit que la majorité des enfants ASA 3-4 étaient pris en charge par des anesthésistes pédiatriques. Cependant, il y avait aussi une proportion non négligeable de ces enfants ASA 3-4 qui étaient pris en charge par des anesthésistes qui font moins de 50% de pédiatrie ou bien des anesthésistes en formation. Lorsqu'on s'intéresse aux antécédents de ces enfants, donc on avait 13% des enfants qui avaient eu une infection des voies aériennes supérieures dans les 2 semaines, 6% étaient des enfants asthmatiques, 3% des enfants avaient eu de la fièvre à plus de 38. Quand on s'intéresse au type d'anesthésie, donc 93% étaient des procédures réalisées sous anesthésie générale seule, avec une faible proportion d'ALR. 80% des procédures étaient des procédures programmées, avec seulement 37% de patients en ambulatoire et 10% des procédures qui a été réalisées en garde. Pour ce qui était de l'induction anesthésique, donc on avait un peu plus de 50% d'inductions qui étaient inhalatoires. Parmi les inductions qui étaient intraveineuses, donc on avait 30% des inductions qui étaient réalisées avec du propofol, 2% avec de la thiopentone et quand même 2,3% des inductions réalisées avec du midazolam. Pour ce qui était de l'utilisation des morphiniques, donc 30%
des morphiniques était du fentanyl. Pour ce qui était de la prise en charge des voies aériennes, 44% des patients bénéficiaient d'une intubation orotrachéale. Parmi ces 44%, donc 30% bénéficiaient d'une sonde avec un ballonnet et seulement 48% avaient un monitorage de la pression de ce ballonnet. 27% des enfants étaient curarisés pour l'intubation. Seulement 16% des patients avaient un monitorage de cette curarisation et seulement 29% bénéficiaient d'une antagonisation avant réveil. Pour ce qui est des masques laryngés, donc 35% des patients bénéficient d'un masque laryngé avec une très faible proportion des patients qui étaient curarisés. On avait une proportion non négligeable de ces enfants pour qui le masque laryngé était retiré au réveil complet. Pour ce qui était des complications, donc cette étude retrouvait une incidence de complications à 4,8%, avec une majorité des enfants qui présentaient une seule complication, mais on pouvait aller jusqu'à 4 complications par enfant. Ces complications survenaient de manière plus fréquente sous anesthésie générale et au bloc. Donc quand on regarde cette figure qui nous indique la distribution des événements indésirables selon le groupe d'âge, donc on s'aperçoit que l'incidence des complications est plus importante chez les patients de moins de 1 an, que ce soit les complications cardiovasculaires ou respiratoires. Pour ce qui est des complications cardiovasculaires, donc à part cette incidence plus importante des complications chez les moins de 1 an, on s'aperçoit que l'incidence de ces complications cardiovasculaires diminue progressivement avec l'âge jusqu'à ce qu'on arrive dans le groupe d'âge des adolescents où l'incidence a tendance à remonter. Pour ce qui est des événements indésirables graves d'ordre respiratoire, on a une diminution de l'incidence plus les enfants montent en âge. On avait aussi une augmentation des complications avec le score ASA, avec un taux de complications qui était aux alentours de 10% chez les patients ASA 3 et 15% chez les patients ASA 4-5. On retrouvait quand même une diminution de l'incidence si l'anesthésiste était un anesthésiste pédiatrique, en particulier pour les patients ASA 3-4-5. On va maintenant s'intéresser aux différentes classes de complications, en commençant par les complications respiratoires. Donc l'incidence de ces complications respiratoires, on avait 1,2% de ces complications qui étaient des laryngospasmes, 1,2% des complications qui étaient des bronchospasmes, 0,1% d'inhalation, 0,7% de stridor. Ces complications pouvaient survenir à n'importe quel moment de l'anesthésie, que ce soit à l'induction, pendant l'entretien ou au réveil. Pour ce qui était des traitements utilisés, pour ce qui était des laryngospasmes, les traitements étaient à 50% du propofol. 14% des patients finissaient par bénéficier d'une curarisation par la cellocurine. On retrouve quand même une hétérogénéité des pratiques pour le traitement du laryngospasme. Pour ce qui était du bronchospasme, majoritairement on utilisait des bronchodilatateurs et un approfondissement de l'anesthésie. Les aspirations bronchiques, donc les inhalations qui pouvaient survenir que ce soit à l'induction, à l'entretien ou au réveil, bénéficiaient d'une aspiration bronchique et presque 5% des patients recevaient une antibiothérapie immédiatement au décours. Pour ce qui était des conséquences, donc pour ce qui est du laryngospasme ou bien du stridor au réveil, on s'aperçoit que dans plus de 95% des cas, cet événement indésirable grave est sans conséquence. Pour le bronchospasme et l'inhalation, on a quand même plus de 30% d'hypoxémie. Ils ont ensuite réalisé une analyse univariée puis multivariée pour mettre en évidence les facteurs de risque. Et donc en analyse multivariée, les facteurs qui ressortaient étaient l'âge moyen, la sensibilité des voies aériennes, qui regroupe les infections des voies aériennes supérieures dans les 2 semaines, du wheezing, de l'asthme ou du tabagisme passif, et la condition physique qui regroupe la prématurité, la fièvre,
le traitement et le score ASA. Ce qui ressortait aussi, c'était le nombre d'années d'expérience du membre de l'équipe le plus senior. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'incidence du type de centre, mais c'était plutôt l'expérience de l'anesthésiste qui comptait. Ce qui ressortait aussi comme facteur de risque d'événements indésirables graves respiratoires, c'était quel était le moyen de prise en charge des voies aériennes, donc avec la sonde d'intubation qui était plus à risque que le masque laryngé qui était plus à risque que le masque facial. Et donc on retrouvait même que pour l'expérience de l'anesthésiste, il y avait moins 1% de risque par année d'expérience. Pour ce qui était des complications cardiovasculaires, donc on retrouvait 1,9% des événements indésirables graves qui étaient des événements cardiovasculaires, avec des conséquences graves dans 5,5% des cas. Il y avait 8 patients qui ont fait un arrêt cardiaque, 19 patients qui présentaient une coagulopathie et 9 patients pour qui il y avait besoin d'un traitement de secours de type ECMO ou bien réintervention. Donc ces complications cardiovasculaires, elles pouvaient survenir de la même manière à tous les temps de l'anesthésie, mais principalement en phase d'entretien. Ces événements, c'était donc principalement des hypotensions dans 55% des cas. On pouvait avoir aussi des saignements dans 16% des cas ou bien des arythmies dans 20% des cas. Pour ce qui était des traitements utilisés, donc on avait 30% des patients qui bénéficiaient d'un remplissage vasculaire ou bien de l'utilisation de vasopresseurs. Là encore, pour ce qui était des conséquences, dans 94% des cas, cet événement indésirable grave était sans conséquence. On avait quand même 1,3% des cas qui présentaient un arrêt cardiaque. Quand on s'intéresse un peu plus précisément à ces patients qui ont fait un arrêt cardiaque, donc on avait 9 enfants sur les 30 000 patients analysés. Donc on s'aperçoit que dans 5 cas sur 9, c'était lié à une hypoxémie et dans 4 cas sur 9, lié à une hypotension. Quand on s'intéresse un peu plus précisément aux patients qui sont décédés, donc c'était des patients qui bénéficiaient d'une chirurgie cardiaque ou d'un cathétérisme cardiaque, avec juste un patient qui a l'air d'être un choc hémorragique sur une chirurgie digestive. Donc tout ça, ça nous pose la question de quelle a été la prise en charge de l'hypotension et du bas débit en père procédure. Là encore, ils ont donc fait une analyse univariée puis multivariée pour mettre en évidence les facteurs de risque. Et donc ce qui ressort, c'est encore une fois la condition physique, donc avec la prématurité, la fièvre, le traitement, le score ASA. Si la procédure était un cathétérisme cardiaque, ça ressort comme un facteur de risque. Là encore, les années d'expérience de l'anesthésiste étaient importantes. Et donc, quel était l'environnement de l'anesthésie, c'est-à-dire est-ce que c'était une anesthésie qui était réalisée en garde, une procédure qui était en attente depuis plus de 48 heures, etc. Et donc pour les complications cardiovasculaires, l'expérience de l'anesthésiste est très importante puisqu'on a moins 2% de risque par année d'expérience de l'anesthésiste. Pour ce qui était des complications neurologiques, donc on avait assez peu de cas de troubles neurologiques, 5 cas au total, donc 0,02% des cas, avec la plupart des cas qui étaient des convulsions. On a un cas, le cas numéro 3, qui était une complication liée à une chirurgie de scoliose qui s'est améliorée après une laminectomie de décompression. Et donc parmi ces enfants qui ont présenté des convulsions, c'était des enfants qui étaient soit épileptiques connus, soit qui avaient reçu une chimiothérapie neurotoxique. Et là encore, dans la plupart des cas, peu d'incidence puisque à J30, les patients étaient à domicile. Pour ce qui était de l'anaphylaxie,
Donc 3 cas rapportés, soit 0,01% des cas. Là encore, la majorité des cas d'anaphylaxie étaient sans conséquence. Et donc, on remarque qu'il n'y a aucun cas d'anaphylaxie au curare. Pour ce qui était des erreurs médicamenteuses, c'était 0,2% des cas. Donc, cette erreur médicamenteuse pouvait survenir à l'induction ou pendant l'entretien de l'anesthésie, à type de mauvaise dose la plupart du temps, donc dans 60% des cas. Dans 16% des cas, c'était le mauvais médicament qui était administré. Dans 14% des cas, il y avait une diffusion de la perfusion. Dans la majorité des cas, pas de séquelles ou une séquelle mineure. Il y avait quand même un cas de iatrogénie, d'erreur médicamenteuse, où le patient a reçu de l'adrénaline à la place de l'atropine. Pour ce qui était des suites post-opératoires, les patients, après leur procédure, n'allaient en SSPI que dans 80% des cas. Dans 13% des cas, ils retournaient directement en salle de chirurgie. Et donc à J30, 96% des patients étaient de retour à domicile. On avait quand même 2,2% des patients qui étaient toujours hospitalisés et un décès dans 0,1% des cas. Donc cette étude qui nous présente un peu les pratiques anesthésiques en Europe retrouve une plus grande incidence des complications, donc 4,8% contre les 0,14% de l'étude américaine initiale, mais une plus faible mortalité. Pour ce qui est des complications respiratoires, donc elles représentent les complications les plus fréquentes, avec comme facteur de risque retrouvé la sensibilité des voies aériennes et le ronflement. Pour les complications cardiovasculaires, donc elles étaient prédominantes chez les nouveau-nés et les nourrissons. Et donc l'expérience de l'anesthésiste est plus importante que la spécialisation du centre. La question de la prise en charge de l'hypotension est majeure, donc soit avec un remplissage vasculaire ou bien l'utilisation de vasopresseurs. On peut aussi se poser la question du monitorage utilisé pour mettre en évidence ces épisodes d'hypotension. Pour ce qui était de l'anaphylaxie, donc pas de cas d'anaphylaxie lié au curare sur 30 000 participants. Et donc les conséquences de ces effets indésirables, c'est quand même un traitement ou bien une hospitalisation supplémentaire chez un patient sur 6. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a une grande variabilité des pratiques et des centres inclus dans cette étude. Donc pour ce qui était de la variabilité des centres, donc ces figures qui montrent en ordonnée l'incidence des événements indésirables d'ordre respiratoire à gauche et cardiovasculaire à droite, en fonction du nombre de cas inclus en 2 semaines. Donc on s'aperçoit qu'il y a certains hôpitaux pédiatriques qui incluent beaucoup de cas et qui ont peu d'effets indésirables, mais il y a aussi des hôpitaux qui sont spécialisés en pédiatrie, qui ont finalement assez peu de cas proportionnellement à d'autres centres, avec un gros taux d'événements indésirables. Il y a quand même 38 centres qui n'ont déclaré aucun événement indésirable grave, et quand on regarde quels sont les types de patients qui sont pris en charge dans ces centres, on s'aperçoit que c'est des grands enfants, le plus souvent ASA 1, sans prématurité ni handicap, chez qui on réalise moins d'intubation orotrachéale et avec des anesthésistes expérimentés. Les points forts de cette étude, c'est une étude prospective multicentrique avec une large population incluse, pour qui il y a assez peu de données manquantes puisque 89% des données étaient disponibles. Elle présente quand même plusieurs limites. Donc, l'inclusion d'un centre était basée sur le volontariat, donc il peut y avoir un biais sur les centres qui étaient inclus. De plus, la majorité des données proviennent de 85% des institutions. Ensuite, la définition des événements indésirables graves était laissée au choix de l'anesthésiste, même s'il y avait une revue des complications par 2 investigateurs supplémentaires.
enfin, donc ils ont réalisé une analyse univariée puis multivariée pour mettre en évidence les facteurs de risque, mais ils ont analysé des données différentes entre ces deux analyses. Donc en analyse multivariée, des facteurs de risque qui ressortaient, comme par exemple la sensibilité des voies aériennes qui regroupait au final plusieurs facteurs, comme par exemple l'infection des voies aériennes supérieure dans les 2 semaines, ou bien l'asthme, avec des facteurs qui pouvaient ne pas être significatifs en analyse univariée, mais qui ressortaient de manière significative en multivariée dans cette espèce de package qui est créé. Enfin, on n'avait pas d'informations sur l'évaluation préopératoire des patients, donc il n'y avait pas d'informations sur comment était réalisée la consultation d'anesthésie, avec dans certains pays une consultation d'anesthésie qui était faite uniquement à l'entrée du bloc ou bien par des infirmiers. Et donc on retrouvait une assez grosse différence dans l'incidence des complications en fonction des pays. Donc avec ces figures qui nous montrent la distribution des événements indésirables graves dans les 33 pays. Et donc par exemple la figure du haut qui s'intéresse à l'incidence des événements indésirables graves, en rouge les événements cardiovasculaires, en bleu les événements respiratoires. Et il y a certains centres qui n'ont déclaré absolument aucun événement indésirable grave d'ordre respiratoire. Alors on peut aussi se poser la question de quelles sont les 2 semaines qui ont été choisies par les centres, mais voilà, en tout cas une grosse variabilité des pratiques. Donc pour conclure, attention aux patients de moins de 3 ans, 3 ans et demi, c'était le cut-off qui était choisi dans l'article. Attention aux patients qui ont un score ASA supérieur à 3, qui ont une sensibilité des voies aériennes. Attention aux enfants prématurés et attention aux patients qui sont pris en charge dans un contexte d'urgence ou en garde et qui sont plus à risque de présenter un événement indésirable grave. Attention à la prise en charge de l'hypotension artérielle, la reconnaître et la traiter de manière adéquate, donc soit avec un remplissage vasculaire, soit avec des vasopresseurs. Et donc là encore, l'évaluation des patients qui est importante pour leur prise en charge et pour éviter des complications. Enfin, l'expérience de l'anesthésiste, très importante, puisqu'on a moins 1% de risque par année d'expérience pour ce qui était des complications d'ordre respiratoire, et que ça montait à moins 2% de risque par année d'expérience de l'anesthésiste pour les événements cardiovasculaires. Je vous remercie de votre attention.